Le conseil de ville de Baie-Saint-Paul avait lieu cette semaine et ce matin, on reçoit le maire, Michael Pilote, qui vient nous parler de quelques dossiers abordés. Bon matin, M. Pilote. Bonjour. Tout d'abord, vous avez tenu, lors de la séance municipale, à prendre la parole pour annoncer officiellement la position de la ville sur le regroupement des services de sécurité incendie qui a été proposé au cours des dernières semaines par la MRC de Charlevoix. En quoi consistait cette prise de position-là? Bien, au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul, oui, les autres municipalités se sont toutes exprimées en mentionnant qu'elles étaient en faveur du projet, mais la ville aussi doit être en faveur puisque c'est la ville qui prend la responsabilité de tout cela. Donc, au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul, évidemment, c'est quand même un gros défi de rassembler plusieurs dizaines, près de 100 personnes de plus sur le payroll de la ville, comme on dit. C'est quand même un enjeu. C'est un enjeu qui se réalise quand même relativement bien. Cependant, c'est clair que ça amène quand même des défis qui sont somme toute intéressants. Et ce que je voulais émettre comme propos, c'est qu'on en est rendu là. Au niveau de la sécurité incendie, il y a quand même une coroner qui a fait un rapport dernièrement suite à la perte des deux pompiers, à la perte de vie des pompiers en mai 2023. Et c'est une des recommandations fondamentales de la coroner de travailler ensemble, d'avoir un regroupement des services incendies dans la MRC de Charlevoix. Ça fait longtemps que ça se parle, si on le mentionne. Il y a eu le rapport Rouleau au tournant des années 2018 qui y allait un petit peu dans la même voie. On a le rapport de la coroner, il y a la firme Icarium qui a été engagée par la MRC de Charlevoix au courant de l'année 2024, qui a fait une étude quand même, qui a analysé chacun des services incendies de notre MRC et qui a dit, bien, il y a encore des zones grises, il y a des choses à travailler. Des lacunes même, ça a été nommé. Là. Oui, le défi majeur, c'est de travailler ensemble pour qu'on soit en mesure de répondre aux différentes normes, puisqu'actuellement, on ne répond pas à différentes normes dans différents services. Et même pour Baie-Saint-Paul, il y a des défis encore. Baie-Saint-Paul n'a pas une note de 100 % non plus, bien que c'est la municipalité qui, je vous dirais, répond le plus aux différentes normes et attentes du ministère et de la CNESST, puisqu'on a quand même plus de pompiers, on a aussi des pompiers qui sont à temps complet, on a une équipe administrative aussi, mais c'est clair qu'on a des défis pour tout le monde. Et on est des titulaires de charges publiques, donc on a à gérer des fonds publics. Et demain matin, si chaque municipalité décide à elle seule de s'équiper, de rajouter des ressources pour atteindre les différents règlements, les différentes lois, les normes, tout ça, bien, ça va coûter quand même très cher puisque la facture sera salée. Si on se regroupe, évidemment que ça va coûter un petit peu plus cher qu'au moment où on se parle, puisque présentement, il y a plein de normes qui ne sont pas respectées. Mais... Vous avez parlé de réglementation qui était appliquée à géométrie variable. Vous avez parlé notamment des barbes, de certains pompiers dans certains casernes qui seraient réfractaires à la couper alors que c'est interdit, des heures de formation qui ne seraient pas remplies. Parlez-nous un peu plus. Oui, bien évidemment, c'est pas moi qui a fait l'enquête dans les différentes casernes, c'est la firme Icarium. Cependant, ce qu'on a eu comme information, c'est que les différentes règles et procédures qui ne sont pas des politiques qui sont émises par la ville de Baie-Saint-Paul. On parle de politiques qui sont émises par le gouvernement du Québec, par ces organismes comme la CNESST, etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a certaines municipalités que les pompiers portent la barbe alors que ça, c'est prohibé normalement. On nous dit que dans certaines municipalités, il y a des pompiers qui sont réfractaires à suivre des formations qui disent « Ah, ben moi, je n'ai pas besoin de suivre une formation pour conduire un VTT. Ça fait 30 ans que je vais à la chasse, donc personne n'a besoin de me former. » Je comprends que la personne, elle est capable d'avancer, de reculer, de faire fonctionner son VTT. Cependant, il y a des lois, il y a des normes et on n'a pas le choix aujourd'hui de respecter ces normes. Les pratiques, normalement, on n'a pas le choix d'aller pratiquer. Les pompiers ici non plus ne sont pas confrontés à des incendies, comme exemple dans la ville de Montréal au quotidien ou encore de façon hebdomadaire. Donc, c'est important pour quelqu'un qui a fait sa formation de base, je dirais peut-être il y a 10 ans, qu'elle continue de pratiquer. Puisque si la personne, elle a fait sa formation, exemple, il y a 10 ans, et elle a pratiqué 2 ou 3 reprises depuis ce moment-là, et elle n'a pas été exposée à des appels incendies, puisque souvent, ça peut être des fausses alarmes, des choses comme ça, où il n'y a pas d'appel. Et si la personne, on l'envoie sur une incendie, et que finalement, elle n'a pas pratiqué depuis 10 ans, bien, c'est dangereux même d'envoyer le pompier dans une situation comme ça. Et nous, comme employeurs, on a une responsabilité en matière de sécurité au travail. On se doit d'assurer une protection pour nos différents employés, de s'assurer qu'ils ont les connaissances et développer des compétences pour être sécuritaires sur un lieu de sinistre. Vous avez parlé de bananes sur les épaules de certains pompiers. Ça a fait réagir. Est-ce que la résistance ne viendrait pas des pompiers elles-mêmes qui auraient peur des pompiers eux-mêmes, pardon, qui auraient peur de perdre des fonctions, perdre de pouvoir qui seraient transférés à Baie-Saint-Paul? Bien, c'est clair que c'est normal de réagir ainsi puisque c'est la gestion du changement. Et lorsqu'on gère le changement,
tout être humain, des fois, va avoir de la peur, va se questionner, va être amené à réfléchir et à avoir la peur de faire des choses qui sont différemment. Donc, on le comprend, mais effectivement, il y a une partie de tout cela qui est émotif. Il y a des gens qui, justement, sont directeurs de caserne et qui vont se dire, bien, avec la nouvelle structure... Est-ce qu'on aura des directeurs partout? Est-ce qu'il y aura trop de chefs de guerre parce qu'on aura de soldats sur le terrain? C'est clair qu'il va y avoir un directeur. Ce qui est projeté dans le projet, c'est vraiment que la direction va être basée à la ville de Baie-Saint-Paul. Évidemment, la direction va se déplacer dans les différentes casernes, mais il va toujours y avoir un commandant, si on peut dire ça comme ça, un capitaine de caserne qui va s'occuper justement de la gestion des opérations. Cette personne-là, c'est lui qui va faire en sorte de donner les directives aux pompiers. Les directives, les grandes directives vont partir de la ville de Baie-Saint-Paul en conformité avec les politiques gouvernementales. Comme je le mentionnais tantôt, c'est pas la ville qui décide que les pompiers doivent avoir la barbe ou pas, ou doivent suivre telle ou telle formation, c'est les normes. Donc la direction va faire suivre ça aux différents capitaines de caserne et c'est ces derniers qui vont justement gérer de façon directe les pompiers. Et pour les pompiers eux-mêmes, il y aura peu de changements. C'est vraiment pour les directeurs de caserne actuellement qu'il va y avoir plus de changements, puisque au niveau administratif, ils vont avoir des différences. Cependant, actuellement, pour les pompiers, ils vont continuer d'avoir la même personne qui va diriger la caserne. C'est cette personne qui va commander les opérations lors d'un incendie. C'est cette personne aussi qui va faire les différents horaires de garde, les choses comme ça. Donc, pour les pompiers eux-mêmes, le seul changement qu'il peut y avoir, c'est que le talon de paix... Il va être plus intéressant. Il va être avec le logo de la ville de Baie-Saint-Paul. Et pour les citoyennes et les citoyens, il n'y aura pratiquement pas de changement, puisqu'ils vont voir encore les mêmes casernes, les mêmes logos, les mêmes uniformes des pompiers. C'est les mêmes pompiers aussi qui vont répondre aux appels à Saint-Urbain, aux éboulements, à Petite-Rivière, tout ça. Donc, très peu de changements. Les changements vont être, je vous dirais, beaucoup plus pour les responsables de caserne et pour les pompiers, peut-être se disent moi, je ne veux pas être avec Baie-Saint-Paul puisque j'ai peur que ça soit plus sévère. Bien, c'est parce qu'actuellement, le statu quo n'est pas possible. Fait que même si une municipalité décide de ne pas entrer dans l'entente de regroupement, bien, ça ne pourra pas être toléré qu'est-ce qui est toléré actuellement. Donc, il va devoir y avoir des changements, peu importe que ce soit avec Baie-Saint-Paul ou que les gens désirent demeurer de façon autonome. Donc, on va suivre le dossier avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines. Vous avez parlé aussi au Conseil de ville de travaux routiers, réfection aussi, sur la côte de Pérou notamment. Oui, bien, c'était une de nos priorités. Lorsqu'on est arrivé en mandat en novembre 2021, on avait dit comme conseil qu'on voulait s'occuper de nos tronçons routiers municipaux. On en a quand même un large périmètre à Baie-Saint-Paul. On a travaillé dans les dernières années au niveau du secteur urbain, autant qu'au secteur rural. On a refait le rang Saint-Antoine-Nord, on a travaillé dans le rang Sainte-Croix, on a travaillé sur la rue Forget, on a refait la rue Forget, on a refait le boulevard Raymond-Mailloux. Avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, on a travaillé aussi avec pour le centre-ville. Il y a eu un repavage sur Ambroise-Fafard, dans l'attente des différents travaux qui auront lieu dans les prochaines années sur cette artère principale. Et là, pour 2025, les sommes sont pour, la rue Saint-Jean-Baptiste, dans la seconde partie, du pont Garriépi, autour du Petro-Canada, jusqu'à la rue Transim, donc un petit peu là où le garage groupe Gilles-Jean. Donc, on va refaire le pavage dans cet endroit. Et la côte de Pérou, ça a été à la demande générale, je vous dirais, depuis plusieurs années, de la 138, avec le ruisseau Michel, un petit peu, qui est juste aux abords de la rue. Et on va se diriger, je vous dirais, jusqu'à l'intersection Saint-Gabriel de Pérou. Donc, un repavage qui va être quand même intéressant puisque la chaussée était fortement abîmée. Il faut se rappeler que c'est une route également qui est à double vocation. Il y a du transport lourd qui circule par cette voie d'accès. Et en même temps, on va abaisser la vitesse de circulation. Pourquoi? Bien, depuis plusieurs années, on nous mentionne que ça roule à très grande vitesse dans la côte de Pérou. C'est pas exclusivement là. La problématique de vitesse, je le dis, à Baie-Saint-Paul, c'est généralisé. Mais à Pérou, quand même, ça roule vite et c'est une côte. Fait que les gens prennent de la vitesse même en n'appuyant pas sur l'accélérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la vitesse de 80 km/h à 60 km/h. On ne pouvait pas aller en deçà de cela, puisque si on y va à 50, c'est quand même plus dangereux avec les freins, tout ça. C'est quand même une côte. Donc, les gens, bien qu'on abaisse la vitesse, doivent quand même être attentifs et se rappeler qu'ils sont dans une côte avec une pente en forte dénivelée. Donc, c'est quand même un bon pas dans la bonne direction, là, à mon avis. Autre sujet, on a acheté une maison à la ville de Baie-Saint-Paul, ici, sur Alfred Morin. À quoi sera destiné l'achat de ce terrain? Actuellement, on a 2 mini-maisons qui sont sur la rue Alfred Morin à Baie-Saint-Paul, des mini-maisons qui sont arrivées, je vous dirais, autour du mois de novembre 2024. On va travailler dans les prochains mois. Je vous dirais que ça s'achève. Il nous reste à finaliser les armoires à l'intérieur des résidences. On est à travailler aussi avec notre contentieux pour vendre ces maisons, puisqu'elles seront vendues. Au début, on était en hésitation. Est-ce qu'elles seront en location ou en vente? Je vous confirme que ça sera via des ventes. Annonce donc ce matin?
Oui, une annonce en primeur. Donc, il y aura vente de ces 2 mini-maisons qui sont déjà installées. On est à travailler les contrats de vente, tout ça. Il y aura des critères, évidemment. Ce sera pour les gens qui résident à Baie-Saint-Paul. Il ne devra pas y avoir de location. Donc, les gens ne pourront pas faire de la location touristique. Ça devra être je vous dirais, leur résidence principale. Donc, il y aura plusieurs critères qu'on pourra le véhiculer déjà dans les prochaines semaines. Le but, c'est vraiment de procéder à la vente déjà avant l'été. Donc, ça s'en vient à grands pas. Et là, on veut en construire d'autres. Donc, il y a 3 autres mini-maisons aussi là, qui vont arriver à Baie-Saint-Paul d'ici la fin 2025. C'est projeté là, au calendrier pour juste un petit peu avant le temps des fêtes prochain. Sous le même concept? Sous le même concept. Elles seront différentes un peu au niveau de l'aménagement. Cependant, ce sera des mini-maisons un peu là, qui seront là, semblables et on veut en faire même d'autres dans le futur. Donc, c'est pour ça que la Ville a acheté ce grand terrain là, pour qu'on puisse avoir un petit quartier de mini-maisons à ce niveau-là. La pénurie de logements, hein, je le mentionne et je le mentionne encore une fois, ça touche toutes les municipalités à travers le Québec. Il faut sortir des sentiers battus. On a les Habitations de la Lumière, un beau projet aussi qui est ambitieux, qui s'en vient là, à grands pas. Les étapes cheminent également. On a revu aussi toute la question de la location touristique à Baie-Saint-Paul. Hein. Depuis notre arrivée, on a mis des contingentements par zone. Donc, on a vraiment mis la hache, comme on peut dire, dans les permis de location touristique, les habitations accessoires aussi. On en a permis encore cette semaine. On a délivré là, une autorisation pour la rue Labbé. Donc, une personne qui a un garage qui est assez grand pour en faire une unité d'habitation. Donc, ce sera un garage qui sera transformé en logement. Donc, c'est quand même d'autres solutions aussi pour la pénurie de logements. Les promoteurs privés aussi, via les ententes de participation que les promoteurs en construisent dans différents secteurs de Baie-Saint-Paul. Donc, je pense qu'à Baie-Saint-Paul, on ne peut pas dire qu'on fait rien là, pour... Beaucoup de modifications réglementaires. En effet. Merci beaucoup, Michael Plette, d'avoir fait le point sur ces dossiers-là ce matin avec nous. Un plaisir. Le Canada est présentement en période électorale. Le jour du scrutin arrive à grands pas. Les élections auront lieu le 28 avril. Et pour en parler, je reçois le directeur de scrutin de la circonscription de Montmorency-Charlevoix, M. Louis Castonguay. Bonjour, M. Castonguay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Monsieur Castonguay, je débuterai en vous demandant de nous faire un petit rappel des conditions pour aller voter. Qu'est-ce que l'on doit apporter comme citoyen lorsque l'on se rend au bureau de vote? OK. Pour les 4 jours de vote par anticipation, le 18, 19, 20, 21, ainsi que le 28, la journée du vote, vous devez apporter, l'idéal, c'est d'emmener 2 cartes d'identité et possible une avec photo. Ça peut être des cartes émises par le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, ça peut être le passeport. Et la carte d'identité de l'électeur qu'ils ont reçue par la poste n'est pas obligatoire. Mais s'ils l'emmènent, c'est tant mieux. C'est surtout pour renseigner l'électeur à quel endroit aller voter au vote par anticipation, puis la journée du vote. À ce moment-là, le monde va montrer leur carte. On va identifier comme il faut l'électeur avec la liste électorale, si c'est la bonne personne qui habite au bon endroit. Et à ce moment-là, on va lui donner le bulletin de vote et il va pouvoir voter. Est-ce que dans la circonscription de Montmorency-Charlevoix, on se trouve à avoir beaucoup de lieux de vote, de lieux de scrutin? Oui. La circonscription, nous autres, si on part de l'Est, on part de Baie-Sainte-Catherine, on passe par l'île aux Coudes, toute Charlevoix, la côte de Beaupré, on a l'île d'Orléans, on a une partie de Beauport. Puis cette année, ce qui est nouveau dans la circonscription, c'est que les cartes électorales ont été refaites et on a la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval et la municipalité du Lac-Beauport. Qui sont ajoutés. Est-ce que ça change quelque chose en ce qui concerne le poids démographique de la circonscription? Oui, c'est sûr que ça l'a rajouté quelques électeurs de plus. Là. On est environ à 82 000, 83 000 électeurs là, qui peuvent voter, à comparer environ à 60-70 000 la dernière fois. Là. Quelles sont les heures d'ouverture des bureaux, là, la journée des votes par anticipation, mais également le 28 avril prochain? OK. Présentement, on peut voter dans les 3 bureaux, soit au Lac-Beauport, au bureau du directeur de scrutin, puis à la Malbaie la semaine, de 9h à 21h. On peut voter tous les jours au bureau du directeur du scrutin jusqu'aux élections? Oui, jusqu'au 22. OK. OK? Quand le vote anticipation va débuter demain, ça débute à 9h. De 9h à 21h, le 18, 19, 20, 21, c'est le vote par anticipation. OK. Puis après, dans la semaine après, on ne peut plus voter la semaine. Ça va se terminer le 22 à 18 h dans le bureau du directeur de scrutin. Et après, ça va aller au 28. Les heures sont différentes. C'est de
9h30 à 21h30 le 28 avril, le jour du vote. Donc, une période qui est assez élargie en ce qui concerne l'horaire pour les citoyens. Qu'est-ce qui change dans les élections fédérales du Canada par rapport aux élections provinciales ou municipales encore, là? Bien, ce qui change, c'est la possibilité de pouvoir voter. Le fédéral, tu peux voter dès, on appelle ça, nous autres, l'émission du bref, le jour où ce qui décide de déclencher des élections. C'était le 23 mars en ce qui concerne cette élection-ci. Fait que nous autres, le 23 mars, on a ouvert nos bureaux à midi. Et dès midi, le 23 mars, on avait du personnel assigné dans nos 3 bureaux, dans la circonscription, et le monde pouvait venir voter. Non. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas les 6 candidats officialisés, mais quelqu'un qui connaît d'avance son candidat et décide de voter pour un candidat pouvait venir voter. Parce que tu ne peux pas voter pour un parti, vous devez absolument voter pour un candidat, parce que sans ça, les bulletins vont être rejetés. Donc, ça limite l'attente pour certaines personnes qui se diraient « Moi, ça ne me tente pas le 28 avril de me rendre et d'attendre 1 heure ou 2 dans la file, là. » Bien, c'est sûr que c'est préférable, si la personne sait pour qui voter, bien, ça lui donne une grande période parce que depuis le 23 mars, c'est possible de voter. Lorsque les candidats, nous autres, là, ça fait 2 semaines comme il faut que tous les candidats sont confirmés, bien, on voit qu'on a plus d'achalandage dans nos 3 bureaux où ce que le monde vienne voter parce qu'ils ne veulent pas aller voter les jours de vote par anticipation, qui cette année, par un pur hasard, tombe une fin de semaine de grand congé, qui est le congé de Pâques. C'est très rare qu'on voit ça. Puis, aller le 28, bien, c'est sûr que le 28, on a plus de bureaux. Comme, juste pour vous donner un exemple, on a 20 bureaux de vote d'ouverts à partir de demain, 9h, pour les 4 jours. Lors de la journée du vote, le 28 avril, on va avoir 43 endroits où ce que le monde va pouvoir aller voter. Dans les 20 bureaux de vote, j'ai un total de 26. Dans mes 20 lieux de vote, j'ai 26 bureaux de vote, des urnes. Puis la journée du vote, le 28 avril, j'ai 43 lieux pour 217 boîtes de scrutin. Ça fait que ça fait beaucoup de boîtes à ouvrir là, le soir pour comptabiliser puis déclarer un gagnant dans la soirée ou dans les petites heures du matin. Oui, c'est ça. Vous allez vous coucher tard le moment venu. On a entendu parler à travers le Canada qu'on recherchait du personnel pour la journée d'élection. Est-ce que c'est le cas ici dans Montmorency-Charlevoix? Oui. Présentement, notre personnel est complet pour le vote par anticipation. Mais s'il y a du monde qui sont disponibles, on peut toujours des fois avoir des démissions de dernière minute pendant les 4 jours. Ils peuvent appeler ici, puis ils peuvent aller sur le site d'Élections Canada. Mais c'est surtout le 28. Le recrutement pour le 28 avril. Il ne reste pas beaucoup de postes à combler, mais il reste quand même des postes à combler, en particulier dans le secteur de Charlevoix. Fait que si certaines personnes qui sont intéressées de participer, il y a une formation qui est donnée de 3 heures. La formation est payée et la journée aussi est payée complètement pour le travail. La seule chose qu'ils ont à faire, ils ont 2 choix. C'est d'aller sur le site d'Élections Canada, s'inscrire dans l'onglet Emploi. Ils rentrent les coordonnées, qu'est-ce que ça les intéresse de faire. Ils ont un petit calcul à faire et de ne pas oublier de sauvegarder pour que ça s'en aille directement dans le système. Puis nous autres, on les reçoit directement ici. Ou l'autre chose à faire, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins habiles en informatique ou qui n'ont pas d'ordinateur, peu importe, bien, ils peuvent appeler au bureau du directeur de scrutin. Je peux vous donner le numéro de téléphone, c'est le 1-866-218-9728. Ils laissent leur nom, leur numéro de téléphone en disant qu'ils sont intéressés à travailler. Nous autres, on donne ça au personnel du recrutement, puis c'est certain qu'ils vont les rappeler. Bien, ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Castonguay, d'avoir fait le point avec nous sur le processus électoral dans notre région. Et puis, on vous souhaite bonne continuité jusqu'au 28 avril. Bien, je vous remercie de l'invitation, puis je vous souhaite bonne fin de campagne à vous aussi. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour. Oui, allô. Bonjour Yves, on se trouve dans votre demeure qui est à votre image. Merci de nous recevoir chez vous ce matin. C'est un grand plaisir, cher. On vous reçoit dans le cadre d'un livre qui paraîtra bientôt, que vous avez rédigé, qui est en quelque sorte un recueil
de textes de récits. de récits que vous avez rédigés au cours des dernières décennies. Non. Les récits, là, il est arrivé un temps de ma vie où j'étais dans un gros passage. Oui. Puis, en 3 mois, j'avais écrit 17 récits, en finissant par le dernier, qui est celui du titre. Parce que quand on frôle la mort, là... Le titre en lien avec l'œil de l'orignal. Oui. Ce sera ça que portera le recueil de récits. J'ai choisi ce titre-là parce que c'est le dernier des récits initiaux que j'avais écrits en 3 mois, dans les années 90. Pourquoi l'avoir appelé l'œil de l'orignal? Bien, c'est parce que je conduisais trop vite. Puis l'orignal, il n'a pas eu le temps d'être devant moi. On était morts tous les deux. Si vous le frappiez, vous avez eu un croisement dans l'œil de l'orignal avec votre œil. Ça s'est fait plus vite qu'une étoile filante. Il est passé sur le côté de Il votre n'est pas voiture. passé. Il était là. Puis il a viré la tête. Puis on a survécu les deux. Mais moi, ça m'a pris quelques minutes avant que je repèse sur le gaz, là. Alors, c'était très difficile à écrire, ça. Et le recueil qui porte le titre, on le retrouve aussi dans les témoignages. Bien, c'est-à-dire... Vous le racontez dans le livre, là. Oui, ça apparaît... En fait, c'est le premier chapitre de la partie témoignage. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que dans le témoignage, il y a aussi la question du deuil que l'on a à faire. Dans ce cas-là, c'était ma mère naturelle, mais aussi ma mère adoptive à Tikamek, la même année. Oui. Vous l'avez séparé, ce recueil-là, en 4 grandes parties. Oui. Quelles sont-elles? Commençons avec la première partie qui concerne la réserve fédérale Opitiwan. C'est la réserve Au nom indienne. Oui, la réserve indienne, comme le gouvernement du Canada l'appelle. En fait, communauté Atikamekw. C'est ça, le mot communauté est juste. Cette première partie-là, c'est le cœur. C'est mon attachement parce que c'était ma liaison. Finalement, j'ai été comme adopté par la Coucoume Margaret. À l'époque où vous faisiez des études en anthropologie, Oui. Au début de ça. la vingtaine, vous aviez C'est déjà ça. été dans cette communauté-là. J'y suis allé une première fois pour aller voir, après quelques années d'études en anthropologie, pour aller voir si, avec un confrère d'ailleurs, si ça se pouvait que je fasse un stage prolongé pour m'imprégner en vue de produire... la thèse, oui puis non, mais je voulais, moi, m'imprégner. Et ce petit stage-là s'est transformé en une grande partie de votre vie, finalement. Bien, c'est-à-dire que je suis revenu l'année d'ensuite, oui, pour passer l'année, et j'ai passé l'année dans le bois, avec 2 aînés, en vivant différentes expériences. J'en ai conservé 8 parce que, wow, il y a du stock là-dedans. Là. 8 récits que vous avez mis dans le recueil. À Opitchwan, oui. Donc, première Oui. partie, vous étiez Oui. chez les Atikamekw. Oui, Un peu plus tard dans votre vie, oui, quelques années. Ouais. au cours de votre métier, Peu après. vous êtes envoyé chez les Cris, Oui, c'est ça. du côté de la baie James. Oui. Très loin l'un de l'autre. La grosse réserve à Fort-Georges, où est l'aéroport, puis pas loin de Poste de la Baleine. Pour Puis les j'ai- Québécois blancs qui nous écoutent, Oui. là, c'est près des barrages LG. Là. Ah, bien, tout à fait. Le projet du siècle a été annoncé pendant que moi, j'étais là. Alors que vous n'étiez pas au courant. J'étais pas au courant. C'est ça. Et vous avez mis des expériences que vous avez vécues Oui. en récit à Chisasibi. Parce que même à Chisasibi, wow, j'ai vécu des belles choses. Parce que j'étais apprécié. Parce que moi, j'étais pas une tête enflée. Jamais d'aller dans le bois. Puis je suis allé là, pour la pêche, pour la chasse. Alors, il y a des choses très intéressantes dans ces 5 récits-là que j'ai conservés. En parlons-en, là, ce sont des récits
qui a trait à des communautés autochtones, des Premières Nations. Qu'est-ce que vous cherchiez à transmettre à travers ces parties-là du recueil de récits? C'est un contact puissant que j'ai eu parmi ces gens-là. Ça m'est arrivé dans des voyages. J'ai eu le privilège de pouvoir voyager. Et je sais que partout sur la Terre, au premier regard, on sait qu'il y a des gens à qui on peut faire confiance et qui sont sujets à devenir des amis si on s'y arrête. Mais l'inverse est vrai aussi. On sait que partout sur la Terre, il y a des gens que, hop, on ne va pas là. Oui. Mais la nature est ainsi faite, là. T'sais. Essentiellement, c'est l'idée de cette communication puissante avec des gens, de la même façon que la communication est puissante avec l'environnement. Parce que la sagesse autochtone, moi, j'ose parler de la spiritualité autochtone. C'est que tout ce qui vit est en rapport, que ce soit de l'animal, quelle que soit l'animalité, Oui. que ce soit des poissons, des oiseaux ou des terriens, petits ou gros, tout ce qui vit est lié. Et la communion avec la nature, le mot dans la préface de Martin, là, regarde. Ce qui m'a touché, c'est qu'ils me disent c'est un frère pour nous. C'était pas banal ce qu'il a vécu parmi nous. Puis c'est vrai, c'est ça. Oui. Puis c'est pour ça. Donc, ce que vous dites, c'est que nous pourrions apprendre à s'inspirer de ça. Bien, naturellement. Je veux dire, l'écologisme, tu sais, on ne peut pas revenir être dans le passé puis tout le monde survivre de la chasse. Non. Mais il se fait des choses dans les communautés qu'on appelle le Québec profond. Des gens qui aspirent à devenir autonomes, mais ça se fait par des réseaux de collaboration. C'est comme des familles qui se reconstituent pour produire avec des projets, que ce soit sous forme coopérative ou autre. Vous parliez aussi de gouvernance, de proximité, Oui. des gouvernements qui sont Oui. plus près de leur population. Oui. Vous dites la démocratie, elle est née de ces centres de pouvoir-là qui sont près des gens. C'est pas des centres de pouvoir. C'était dans les communautés, au point de départ en Grèce, parce que c'est de là que vient le mot démocratie, puis que, bon, la civilisation. Mais c'était des quartiers. Et des différents quartiers, puis les regroupements de familles, puis là, ça se parlait sur des enjeux importants. Oui. Puis il se faisait des consensus. Nécessairement, sur les choses essentielles, pas sur les détails. Mais c'est ça, c'était ça l'idée de la démocratie, la proximité. La proximité des gens qui ont à faire des consensus. Oui. Maintenant, c'est plus difficile parce que les sociétés sont tellement complexes qu'on n'en voit pas le bout. La quatrième partie, vous parlez, c'est la dernière partie du recueil, vous parlez de vos échanges que vous avez eus avec un certain René Richard, qui est bien connu ici à Baie-Saint-Paul. Ouais. Bien, René Richard, je l'ai vraiment très bien connu. Des circonstances, mon père, puis tout ça. Vous l'avez connu par le biais de votre père, Oui, c'est ça. Mais on a connecté. On a vraiment connecté. Puis il m'a testé parce qu'il m'avait invité à venir passer l'été, avant la rentrée à l'université. Ce que j'avais fait, on a fait un petit voyage. Vous êtes allé dans l'Ouest canadien. Oui. Bien là, il me testait cet été-là parce qu'ensuite, il m'invitait à revenir dans le temps des fêtes. Ce que j'ai fait, là. Mais dans le temps des fêtes, il avait étalé toutes ces cartes du fleuve Churchill. Puis c'était un conteur, puis il m'a tellement compté. Puis il voulait que je sois son chauffeur pour son pèlerinage à lui, qu'il prévoyait pour l'été d'ensuite. Puis on était parti au début du mois de mai, puis on était revenu à la fin du mois de mai. Puis on a fait un voyage extraordinaire. Vous l'avez fait, ce pèlerinage-là? Oui, on l'a fait ensemble. J'essaye d'utiliser ces expressions, puis j'ai fait un enchaînement de ces récits. Je lui donne la parole, parce que c'est wow ce qu'il m'a dit. Est-ce que votre livre, c'est pas
une façon de contribuer à la rencontre des peuples autochtones et des peuples allochtones du Québec. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que de plus en plus, il y a une reconnaissance. C'est sûr que dans les années récentes, là, la visite du pape et surtout l'affaire Etchaquan, ça a sonné des cloches à bien du monde. Et les villages autochtones, c'est un peu comme les villages qu'on appelle de l'arrière-pays. Ce sont des communautés où c'est serré, là. T'sais. Même les petites villes, les villes comme Rimouski, des villes comme, en Abitibi, Amos, Val-d'Or, puis, même La Tuque, c'est des lieux intenses de communication humaine. En ville, il y a aussi des mouvements qui se font, mais en ville, la tension est lourde. Surtout dans ces années-ci où les logements coûtent si cher, où les maisons sont plus achetables. Et à l'image des Premières Nations, peut-être, c'est de se rapprocher de l'être humain. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que la conclusion de mon épilogue, je ne veux pas vendre le punch ici, mais c'est directement ça qui est en cause. Le rapprochement de l'être humain, mais aussi de tout l'écosystème dans lequel l'être humain est imbriqué. Là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, la jeune fille, la jeune Suédoise qui avait dit comment osez-vous polluer autant, gaspiller autant? C'est scandaleux ce que vous nous laissez. Ce recueil-là va être bientôt publié. Oui. Vous faites un lancement dans diverses villes de Charlevoix, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, au village des Éboulements. Oui. Ici, quelles sont les dates d'ailleurs de ces lancements-là? Ah, bien là, à la Malbaie, c'est jeudi, dans 2 semaines. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, dans 2 semaines, jeudi. Le 24 avril. Le 24 avril, de 5h à 7h, un 5 à 7. Oui. Et à Baie-Saint-Paul, ça va se tenir le dimanche d'ensuite. Le 27 avril. Le dernier dimanche du mois d'avril, en après-midi, de 2 à 4. Là. Au Carrefour culturel Paul-Médéric. Exactement. Et aux Éboulements, ça va être le dimanche d'ensuite. Le 4 mai. Le 4 mai. Dans la salle, dans la grande salle de l'édifice municipal aux Éboulements. Merci beaucoup, Yves Léger, de nous avoir reçus chez vous. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour ce lancement. Bien, merci. Merci d'être venu. Ça a été un grand plaisir.